Bonjour, je suis très content d'être ici pour vous parler de développement durable sous la lunette de l'innovation au niveau du business model. Et c'est ça que se propose de faire l'économie de la fonctionnalité. Pour débuter, je voudrais vous interpeller en vous posant deux questions. La première, qu'est-ce que la crise actuelle, qui dure quand même depuis pas mal de temps, 2007-2008, on est bien au-delà de la longueur classique du cycle récession-croissance, récession-croissante. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport à notre modèle économique de façon générale? Et alors, plus spécifiquement, pour ceux d'entre vous, je crois que vous êtes nombreux qui êtes managers ou dirigeants d'entreprise, dans quelle mesure est-ce que vous sentez que dans votre entreprise, il y a des limites, des impasses qui sont inhérentes au fonctionnement, au business model même de votre entreprise? Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, vous donner des concepts, vous expliquer d'une part d'où viennent ces impasses, dans quelles impasses sont coincées les entreprises aujourd'hui de manière générale, vous expliquer qu'il y a moyen d'en sortir et l'économie de la fonctionnalité, c'est une des façons d'en sortir. Et puis je vais illustrer ça par beaucoup d'exemples et terminer en vous donnant une série de clés de lecture qui, je l'espère, vous permettront de juger dans quelle mesure l'économie de la fonctionnalité peut vous aider par rapport à votre organisation ou par rapport à votre entreprise. Alors, on va parler de business model. En français, on dit modèle économique d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Le modèle économique d'une entreprise, c'est la façon dont cette entreprise va créer de la valeur, dont elle va la réaliser et puis dont elle va la capturer. Créer la valeur, c'est la façon dont l'entreprise offre un produit ou un service pour un certain segment de marché et apporte de la valeur à ses clients. Pour faire ça, elle doit réaliser cette valeur, c'est-à-dire qu'elle doit fabriquer son produit ou mettre en place son service et le distribuer, le mettre à disposition du client. Ça, c'est la partie réalisation. Et puis, derrière ça, évidemment, il faut que l'entreprise puisse vivre, donc il faut qu'elle puisse se rémunérer, et ça, c'est la partie capture de la valeur. On voit tout de suite qu'il y a deux dimensions importantes dans ce modèle économique. La dimension réelle, le produit, le service, les activités, ce qui se passe dans le monde du réel, et puis la dimension financière, la dimension monétaire. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent un disconnect de plus en plus important entre l'économie réelle et l'économie monétaire, l'économie financière. Et ça, c'est un des symptômes du problème sur lequel je vais revenir. 99% des modèles d'entreprise aujourd'hui sont orientés sur une logique de volume. Que vous soyez dans la production manufacturière ou dans le service, la logique du volume, c'est quoi? C'est pour grandir, mon entreprise doit faire plus. Je dois produire et vendre plus de voitures, si je suis Volkswagen ou Peugeot. Je dois ouvrir plus de comptes en banque, vendre plus de crédits hypothécaires si je suis une agence bancaire. Je dois vendre plus de polices d'assurance si je suis une société d'assurance. Je dois traiter plus d'appels si je suis un call center, etc. D'accord? Donc, la voie de la croissance est une voie de volume. Le problème, c'est que cette logique volumique, elle amène avec elle intrinsèquement toute une série d'impasses qu'on commence à sentir de façon importante ces dernières années parce que le monde a changé et ce monde nous place dans un contexte avec 4 caractéristiques importantes. La première, c'est qu'on est dans un monde de concurrence accrue. Avant, on était en concurrence avec ses voisins immédiats. Maintenant, on est dans un monde globalisé, donc on est en concurrence avec la Terre entière. Deuxièmement, on est dans des marchés saturés. De plus en plus, surtout dans nos économies dites développées, tout le monde a à peu près ce dont il a besoin pour vivre. Donc moi, j'ai personnellement 2 télévisions dans ma maison. Je ne vois pas très bien où je pourrais mettre une 3e, une 4e télévision, si ce n'est la mettre à la cave ou dans la niche pour le chien. Donc ça veut dire que la demande de mon côté pour un appareil de télévision, c'est seulement quand j'achète une nouvelle télévision parce que je me défais de l'ancienne. D'accord? Donc il n'y a plus, le marché est saturé. Troisièmement, j'y ai fait allusion, on est dans une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que les rênes de l'économie sont de plus en plus aux mains des financiers, de moins en moins aux mains des industriels. Et quatrièmement, on y a fait largement allusion en insistant lourdement sur le développement durable, on commence à se rendre compte depuis quelques années qu'on n'a qu'une seule planète. Vous savez que la planète, elle est, d'après les calculs, consommée à peu près au mois d'août, fin du mois d'août. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, on consomme plus que ce qu'on devrait. Donc, on a des ressources physiques limitées. Et ça, ce sont 4 éléments de contexte importants qui vont amener une série d'impasses avec eux. La première impasse, c'est que comme la création de valeur est liée à la croissance du volume, on a un lien indéfectible avec la consommation de matière. Si pour grandir, je dois fabriquer et vendre plus de voitures, j'ai besoin de plus d'acier, de plus de caoutchouc.
Et donc, forcément, ça pose un problème au niveau des ressources matérielles, puisqu'elles sont limitées, elles sont de plus en plus rares, elles sont de plus en plus chères, elles sont de plus en plus imprévisibles pour l'industriel. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, je l'ai expliqué, la monétisation n'est pas toujours en lien avec la valeur réellement apportée. Pour rester dans l'exemple de la voiture, si vous avez une voiture qui fait bip bip quand vous approchez d'un obstacle en vous parquant, vous avez 2 petits capteurs, 3 petits capteurs dans votre pare-choc. Vous avez probablement payé de l'ordre de 100 € pour la valeur de cette option sur votre voiture. Savez-vous combien a reçu le fabricant du capteur? 2 €. 2 € pour lui, 100 € pour celui qui est en fin de chaîne. Pourquoi? Parce que celui qui est en fin de chaîne a une puissance de négociation, une position dominante dans la chaîne, c'est l'intégrateur, c'est Peugeot ou Volkswagen. Et donc c'est pour ça que j'ai mis une seringue sur mon diagramme. On a des pompeurs de valeur qui sont dans une position dominante, ce sont souvent les intégrateurs, ce sont souvent les distributeurs, ça peut être aussi les acteurs financiers, qui vont capter une valeur qui est déconnecté, qui est excessif par rapport à la valeur, la contribution réelle qu'ils apportent au niveau de l'économie réelle. Troisième problème, dans cette logique actuelle, on est dans un équilibre entre la compétitivité valeur et la compétitivité coût. Vous devez choisir soit d'être la Rolls-Royce de votre industrie, vous faites concurrence sur la valeur, vous induisez toute une série de services additionnels à votre produit pour que ce soit vraiment la meilleure offre sur le marché, et ça amène des coûts. Ou alors vous êtes le Ryanair de votre industrie, vous coupez les coûts, vous coupez votre service et votre produit au minimum, et donc vous ne pouvez pas apporter de la valeur. Donc vous êtes soit l'un, soit l'autre, vous ne pouvez pas faire les deux. Quatrième problème, l'innovation, si elle vous amène à réduire vos volumes, elle est interdite dans ce modèle. J'ai un très bel exemple à vous donner. J'accompagne aujourd'hui une grosse entreprise. Et le début de l'accompagnement, ça a été une rencontre avec le responsable de l'innovation qui m'a dit « Damien, j'ai un problème, je suis responsable de l'innovation. Bonne nouvelle, mes équipes R&D ont inventé un produit nouveau qui est 2 fois plus efficace que le produit précédent. Mauvaise nouvelle, quand j'en parle à mes collègues du marketing, ils me disent « On va pouvoir vendre ce produit plus 15, plus 20% par rapport au niveau du prix par rapport au produit précédent. » Moralité, vous diminuez vos volumes d'un facteur 2, vous augmentez votre prix et donc votre chiffre d'affaires de 15 à 20%, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc il me dit, voilà, moi mes collègues du marketing m'ont dit, surtout, tu ne mets pas ce produit sur le marché. Moi je suis payé pour innover, on dit que l'innovation c'est la survie de l'entreprise, qu'est-ce que je fais? Et moi je lui ai répondu, écoute, tu as raison, dans le modèle volumique tu es coincé. Par contre, si tu vends aux clients non pas les tonnes de produits, mais l'effet, le résultat que ces produits apportent dans son propre procédé, qu'est-ce qu'il va accomplir pour lui, alors vous pouvez continuer à discuter. Parce qu'il sera certainement content d'avoir le résultat dans son usine à lui, avec 2 fois moins de camions qui rentrent, 2 fois moins de tonnes à gérer, et probablement aussi 2 fois moins de coproduits à gérer en aval. Donc dans une logique classique volumique, l'innovation, elle est bloquée si ça amène à remettre en question la logique volumique. Et le corollaire de ça, évidemment, c'est l'obsolescence programmée. À partir du moment où j'ai des marchés saturés, la seule façon de continuer à attirer la demande, c'est d'encourager la demande de remplacement. Et donc on arrive sur des logiques d'obsolescence programmée, soit technique, on s'arrange pour que le produit ne dure pas trop longtemps, ou pour qu'il tombe en panne, et surtout pour qu'il ne soit pas réparable, ou bien de l'obsolescence programmée psychologique. Je ne sais pas qui parmi vous a un iPhone 4 ou un iPhone 5. Est-ce qu'il oserait encore lever la main alors que tout le monde doit passer à l'iPhone 6? Bien sûr, hein. Voilà, on nous fait croire que c'est impératif d'avoir toujours la dernière mode, etc. Pour les dames, ça peut être aussi la mode vestimentaire qui change 2 ou 3 fois par an, etc. Donc, cette logique d'obsolescence programmée, alors pourquoi est-ce qu'elle pose problème pour le dirigeant d'entreprise? Parce que vous me direz, c'est une façon comme une autre de tirer la demande. Ben, ça pose problème parce que cette obsolescence programmée, elle nous renvoie à la question de la consommation des ressources. C'est mon premier point. Deuxièmement, elle nous renvoie aussi à nos clients, et les clients, de plus en plus, en ont marre d'être les dindons de la farce. Ils en ont marre de ne pas pouvoir réparer un appareil qui tombe en panne pour presque rien. Et on lui dit « Ah non, réparer, c'est pas possible, il faut racheter un nouveau ». Et en plus, le régulateur en a marre aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais l'année passée, le Conseil économique et social européen a passé une communication qui vise à demander l'interdiction pure et simple de l'obsolescence programmée. Et aujourd'hui, la Commission européenne est en train de travailler
sur des projets réglementaires dans ce sens. D'accord ? Donc, pour l'entrepreneur, il est obligé aussi de prendre en compte cette réalité de l'obsolescence programmée. Alors, l'autre aspect, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'humain, mais il est clair que la dynamique du travail dans tout ça, elle perd de son sens, puisqu'on va encourager une productivité toujours accrue, on va mettre en concurrence les personnes, on va délocaliser très facilement les entreprises, puisque l'humain est considéré comme un facteur productif parmi d'autres. Et donc, on va avoir ce paradoxe extraordinaire. On va demander aux travailleurs d'apporter toujours plus, de contribuer toujours plus, et d'un autre côté, on lui promet de moins en moins en termes de qualité de travail et d'assurance de pérennité de son emploi. Et dernière chose qui va un peu englober tout ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est ce qu'on appelle les externalités. Ce sont tous ces facteurs, tous ces effets indirects de l'activité économique qui peuvent être dans beaucoup de cas négatifs au niveau de l'environnement, au niveau des impacts sociaux également, et qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans le modèle économique. Ils n'ont pas de valeur tant qu'il n'y a pas une réglementation, par exemple, qui incite l'entrepreneur à prendre ça en compte dans son calcul économique. Je parle ici de la consommation de ressources finies, je parle de la pollution, je parle du stress au travail, je peux parler de la vague de suicides chez France Télécom il y a quelques années, etc. etc. Tant qu'il n'y a pas une réglementation qui force à prendre ces problématiques en jeu, dans l'équation économique, le manager ne s'en tracasse pas, sauf que ça lui pend au nez, avec la pression de la société. Un jour, ça va être légiféré. Et en plus, les entrepreneurs sont aussi des citoyens, et donc la plupart d'entre eux sont coincés aussi dans ce dilemme. D'un côté, je suis avec mon entreprise, je fais X, et d'un autre côté, en tant que citoyen, je voudrais faire Y. Voilà, alors, toutes ces impasses, elles nous amènent à quoi ? De façon très générale, elles nous amènent à une forte augmentation des prix, à une forte augmentation des coûts et à une forte baisse des prix. Et qu'est-ce qu'on a pris en sandwich entre les deux, l'entrepreneur, avec des marges de plus en plus comprimées, et beaucoup d'entreprises qui ne savent plus survivre dans ces conditions-là. On est dans une situation où, puisque la règle du jeu, c'est simplement la compétitivité sur les prix, on a une différenciation très limitée, donc on n'arrive plus à se positionner différemment. On a des pertes de compétences, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu de chez nous parce qu'ils sont délocalisés. Essayez de trouver aujourd'hui un bon artisan, par exemple, un bon cordonnier. Si vous en avez un, soignez-le parce qu'il ne sera pas là pendant très longtemps. Et évidemment, une réduction de l'engagement des ressources humaines de l'entreprise. Tout ça nous amène à ce que certains appellent, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette terminologie d'océan rouge. Donc c'est un concept qui a été introduit par des professeurs de l'INSEAD qui vise à dire que dans un contexte très compétitif, on est comme dans la situation dans la mer où on aurait des gros poissons qui se mangent les uns les autres, qui se dévorent pour pouvoir survivre. Et donc c'est très sanglant, la mer est teintée de sang, l'océan est rouge. Évidemment, tout manager rêve d'avoir un lagon à lui tout seul, un beau lagon bleu dans lequel il serait tout seul. Pourquoi tout seul ? Parce qu'il se serait tellement différencié des autres qu'aux yeux de ses clients, il vivrait dans un environnement tout à fait différent. Il n'y aurait pas de comparaison possible. Il n'y a pas, évidemment, quand vous êtes dans un environnement comme ça, c'est la stratégie de l'océan bleu, c'est évidemment une situation très enviable. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir sortir de l'océan rouge, passer à l'océan bleu ? D'abord, une tentative d'explication d'où nous viennent tous ces problèmes liés au modèle volumique. Essentiellement, pour trouver l'explication, il faut remonter aux origines de notre modèle économique, et c'est aussi les origines de la révolution industrielle. C'est notre héritage industriel. Au départ, l'industrie, c'était quoi ? C'était transformer des matières en produits, en biens. Et puis derrière l'industrie manufacturière est venue l'industrie du service. C'est d'ailleurs amusant, on appelle ça industrie du service, d'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas changé les règles du jeu, les paramètres de productivité qui sont cachés derrière cette industrie, qu'elle soit du service ou manufacturière, sont essentiellement les mêmes. Les grands drivers de productivité, c'est les économies d'échelle. J'ai des unités de production toujours plus grandes pour réduire le coût unitaire. J'ai la segmentation du travail, la spécialisation du travail, l'intensification du travail, qui amène à toutes les dérives qu'on peut avoir de perte de sens et de perte de qualité. Et puis, j'ai l'intégration des facteurs technologiques, des avancées technologiques, soit au niveau des machines, soit au niveau du support du travail humain. Et ce qui est vraiment paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on constate d'un côté une grande unanimité pour dire que le futur des entreprises, la ressource la plus fondamentale des entreprises, ce sont leurs ressources humaines, ce sont leurs compétences,
leur savoir-faire, leurs relations, la confiance qu'ils ont de leurs partenaires, en bref, les ressources immatérielles. Tout le monde est d'accord pour dire ça. On parle d'ailleurs de l'industrie de la connaissance, on est dans l'ère de la connaissance. Et à côté de ça, quand on regarde le pilotage des entreprises, et vous regardez le tableau de bord, le balance scorecard d'une entreprise lambda, presque dans tous les cas, vous avez une grande majorité d'indicateurs qui ne sont pas du tout en faveur de cette gestion de l'immatériel, qui sont en faveur de cette logique volumique qui amène tous les problèmes qu'on a mentionnés tout à l'heure. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir redonner leur place à tous ces facteurs humains, à tous ces facteurs immatériels dans la gestion de l'entreprise, pour dépasser évidemment ces limites? Alors, pour expliquer comment on peut arriver jusqu'à l'économie de la fonctionnalité, je voudrais resituer sur une échelle les différents modèles économiques qu'on a vus apparaître au fil du temps. Et je vais mettre au bas de l'échelle le modèle économique classique. Et l'échelle que je vous propose, c'est, pour faire simple, l'alignement des 3 piliers du développement durable. Dans quelle mesure est-ce qu'un modèle économique permet d'aligner à la fois la croissance économique, la croissance du bien-être environnemental, la croissance du bien-être social, les 3 piliers. Alors j'ai mis l'économie classique au bas de l'échelle pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître il y a 30-40 ans? L'économie propre, que certains appellent l'économie verte. C'était quoi? Le principe, c'est qu'il faut qu'on réduise notre impact sur l'environnement. C'est cette prise de conscience qu'on est dans une planète finie. Et donc les industriels, les entrepreneurs sont invités à réduire leur impact négatif, à travailler sur l'éco-efficience, l'éco-conception de leurs produits, de leurs services, l'intégration de technologies propres. Et un exemple parmi des centaines, EcoVert, à l'époque, se rend compte qu'on a une problématique de phosphate qui amène à l'eutrophisation et donc lance une nouvelle génération de produits d'entretien qui sont des produits qui n'intègrent plus des phosphates. D'accord ? Un exemple d'économie propre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté un peu sur l'échelle parce qu'on a commencé à prendre en compte les problématiques environnementales, mais on fait simplement moins de mal à l'environnement. On a réduit une externalité négative, on n'a pas encore solutionné le problème. Et côté social, on ne s'est pas du tout préoccupé de cet aspect-là. Étape suivante, depuis 5 ans, peut-être 10, on nous parle d'économie circulaire. Alors le principe de l'économie circulaire, c'est quoi? C'est de dire que par rapport à la logique linéaire classique, je prends une matière, je la transforme en un produit qui arrive chez un client, qui l'utilise, et puis qui met le produit à la poubelle à la fin de l'usage. Ça, c'est la logique linéaire. L'économie circulaire dit non. À la fin de vie du produit, c'est le début d'une nouvelle vie. Il n'y a pas de déchet. Tout déchet est une ressource, pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le cradle to cradle, du berceau au berceau. On peut parler aussi d'écologie industrielle, comme dans un écosystème où tous les acteurs de l'écosystème s'échangent des choses. Les déchets d'une entreprise sont les ressources matérielles d'une autre entreprise. On est encore monté sur l'échelle. On va plus loin avec l'économie propre. De nouveau, on prend en compte les enjeux environnementaux, on prend très peu en compte les enjeux sociaux. L'étape suivante dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, on va parler de la vente d'une solution intégrée qui va être centrée sur la performance, qui va être centrée sur le résultat qu'on apporte au client. Et on va voir que ça, c'est vraiment un changement de paradigme important. Ce n'est pas simplement être plus haut sur l'échelle, il y a un changement radical parce que je sors de cette logique de volume et je vais vers une logique de valeur. Et la meilleure illustration que je pouvais vous donner pour montrer qu'on sort de la logique de volume, c'est de vous parler d'une entreprise qui fait son business dorénavant sur le fait de vendre de moins en moins de produits. Alors c'est l'Ireco dont je vais vous parler, mais il y en a d'autres. L'Ireco, c'est une entreprise française au départ, maintenant une entreprise globale, qui est devenue un des 3 leaders mondiaux de la distribution de fournitures de bureau. D'accord ? Des stylos, des crayons, du papier, des post-it, des cartouches d'imprimante, etc. Et depuis quelques années, après une réflexion sur l'économie de la fonctionnalité, ils sont partis vers une logique où ils vont aider leurs clients à consommer moins de produits, en échange de quoi ils peuvent garder des marges raisonnables plutôt que d'avoir des marges rabotées tout le temps. D'accord ? Et donc c'est un gagnant-gagnant pour eux et pour leurs clients. Et plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer une petite vidéo où le directeur du développement durable va raconter un petit peu ce cheminement.
l'IRECO. Aujourd'hui, on se retrouve sur un marché de plus en plus bagarré, sur lequel on traite maintenant des marchés au niveau mondial. Et par rapport à ces niveaux mondiaux, ces marchés au niveau mondial, il y a des pressions sur les marges qui se sont instaurées. Il a fallu inventer des différenciations pour pouvoir, conquérir ce marché, deux, les mener à bien, et puis en retirer une rentabilité. Et c'est là où nous avons travaillé chez l'IRECO à la compréhension du besoin et de l'usage de notre client, et nous avons accompagné nos clients, nous accompagnons nos clients à optimiser l'ensemble de cette chaîne, y compris à l'usage. Ainsi, on a formé nos commerciaux à accompagner nos clients à la mise en place de politiques d'impression, alors même que ces politiques d'impression diminuaient le papier que nous livrions et diminuaient les cartouches d'impression que nous mettons en place chez nos clients. C'est courageux, je dirais plutôt que c'est opportuniste, puisque de toute façon, l'évolution technologique faisait en sorte que ces choses-là allaient arriver. Accompagner notre client et accélérer ce système-là nous permettait en même temps de conserver nos marges, de faire un deal gagnant-gagnant avec nos clients et finalement d'être bénéfique sur l'ensemble de la chaîne. L'IRECO travaille dans la durée. L'important pour l'IRECO est que le contrat que nous avons signé avec un client puisse durer le plus longtemps possible. C'est du consommable, donc des choses que l'on utilise tous les jours. Utiliser tous les jours, c'est bien sur la durée que l'IRECO arrivera à faire sa rentabilité et pas sur les one-shots ou sur les promotions agressives. On les aide à choisir le bon produit pour le bon utilisateur. On n'utilise pas de la même façon un moyen d'écriture dans un service marketing que dans un service de production, par exemple. Donc effectivement, on a cet accompagnement-là et l'ensemble des data, des statistiques que l'on a nous permettent de pouvoir conseiller notre client. Mais également, on aide notre client à se comparer, à se benchmarker par rapport à son marché, à son métier, et voir si, dans la branche, par exemple, de l'automobile, il consomme plus ou moins que son concurrent, ou dans la branche pharmaceutique ou bancaire. Et à partir de là, on arrive à avoir des nouveaux objectifs que l'on va travailler ensemble avec nos clients pour mettre en place des plans d'action qui lui permettra de réduire ses coûts, de réduire ses consommations. C'est plutôt une continuité de notre démarche développement durable. C'est même une continuité de ma démarche qualité au départ, qui elle-même a abouti sur une démarche environnementale, qui a abouti sur une démarche développement durable, et l'économie de la fonctionnalité n'est juste qu'une continuité, mais une continuité révolutionnaire. Voilà, une continuité révolutionnaire, quand je vous parlais de changement de paradigme. Alors, on va essayer de... Exemple, avant de passer à d'autres exemples, je voudrais simplement un tout petit peu conceptualiser c'est quoi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est passer d'une vente de produits ou de services, qui est le modèle classique, et parfois on combine les deux, on fait des packages produits-services, où on rajoute des couches de services aux produits, mais on reste dans cette logique volumique, c'est de passer à une vente d'une solution intégrée, qui va intégrer de façon indissociable des biens et des services, et qui va surtout être valorisée par rapport à une performance d'usage. Par rapport à un résultat pour le client, en intégrant des éléments de valeur immatérielle. Et dans l'exemple de l'IRECO, la valeur immatérielle extraordinaire dont l'IRECO dispose et qu'ils sont en train de développer pour se positionner comme le fournisseur de solutions avec l'économie de la fonctionnalité, c'est une connaissance très très fine des usages, des consommables de leurs différents clients. L'IRECO connaît bien mieux que le client combien de stylos et de papier et de marqueurs de tel et tel type sont utilisés par telle personne dans tel service, etc. Ils savent exactement où sont les stocks, etc. Et donc, ils peuvent aussi comparer ce qui se fait chez le client A, chez le client B, chez le client C, qui font les métiers comparables. Et donc, comme l'a expliqué M. Léoni, ils peuvent vraiment encourager et mettre en place des plans d'action avec le client pour parvenir à réduire ses consommations. Tout ça parce qu'ils ont cette valeur immatérielle, cette compétence, cette connaissance qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils peuvent valoriser. Alors, pour vous donner une série d'exemples du changement de paradigme dont on parle, si vous êtes dans le métier de la production et de la vente de voitures, arrêtez de penser voiture, pensez mobilité, parce que la fonction de ce que vous apportez, c'est la capacité de déplacer des personnes ou de déplacer des marchandises. Idem, si vous êtes fournisseur de chaudière, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ma chaudière, je m'en fiche. Elle est dans ma cave, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il fasse aux alentours de 19-20 degrés dans ma maison toute l'année. Donc moi, ce que je veux, comme consommateur, comme client, c'est du confort thermique, ce n'est pas une chaudière, d'accord ? Alors, je voudrais vous parler maintenant, pour illustrer mon propos,
de la transition. Comment est-ce qu'un dirigeant d'entreprise, et en particulier un dirigeant de PME, parce que je pense que la plupart d'entre vous sont impliqués dans des PME, c'est aussi la grosse majorité du tissu économique de notre pays. Ici, on va parler de Audio Vidéo Nord, AVN, qui est une entreprise d'une quinzaine de personnes basée dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi le Nord-Pas-de-Calais? Parce que depuis 4 ans, existe dans cette région une initiative d'accompagnement des entreprises à la transition vers l'économie de la fonctionnalité. Ce sont des groupes d'entrepreneurs, une dizaine, qui sont accompagnés par des experts qui vont les amener à réfléchir après une première étape de formation théorique de 2 jours sur les concepts de l'économie de la fonctionnalité. Ils vont se réunir tous les mois, pendant 15 mois, et à raison d'une grosse après-midi par mois, plus du travail de réflexion en interne pour chaque entrepreneur, ils vont être amenés à repenser leur business model. Et AVN, le point de départ pour l'entrepreneur, c'était quoi? Il vend du matériel audiovisuel, donc des projecteurs, etc. Notamment pour des écoles, mais pour plein d'autres, pour des entreprises, pour des centres de congrès, etc. Et le patron est interpellé parce qu'il a des clients qui viennent le trouver et qui lui disent « Voilà, je voudrais un nouveau projecteur parce que l'ampoule de mon projecteur précédent a rendu l'âme. » Il dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'achetez pas simplement une ampoule ?»« Monsieur, j'ai regardé sur Internet, le prix de l'ampoule, c'est presque le prix d'un nouveau. Donc, tant qu'à faire, obsolescence programmée, je vais racheter un nouveau. » Alors lui, il était d'un côté très content, il dit « Chouette, voilà un nouveau client. » D'un autre côté, très interpellé, en se disant, parce qu'il a quand même une conscience développement durable assez prononcée, en disant « C'est pas normal qu'on remplace tout l'équipement simplement parce que l'ampoule a cédé. » Donc la première démarche dans laquelle il s'engage, c'est de dire « Mais pourquoi, plutôt que de vendre l'équipement, pourquoi je ne le mettrais pas à disposition en leasing ?» Et mes équipes s'occupent de l'entretien, de s'assurer qu'il est bien dépoussiéré, parce que vous savez que la durée de vie dépend notamment du fait que l'équipement est bien entretenu. Et puis, si l'ampoule pète, on viendra la remplacer et on se fait payer non plus à l'achat de la machine, mais un leasing pour l'usage. Première réflexion qui va dans la bonne direction. On est dans cette logique un peu d'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure, puisque lui, il va rester propriétaire de l'équipement et il va pouvoir reprendre aussi l'équipement en fin de vie, le valoriser ou s'assurer qu'il est utilisé pour autre chose, idem s'assurer que les ampoules vont être recyclées en fin de vie, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc la réflexion l'a amené plus loin en disant mais à quoi, quelle est la fonction de ce projecteur? Quand il est dans une école, à quoi il sert? Et il sert en support pédagogique, comme aujourd'hui le projecteur sert à vous passer le message que je veux vous passer. Et donc progressivement, il est amené à réfléchir que son entreprise, en fait, elle doit s'orienter vers la vente de solutions intégrées orientées sur les enjeux pédagogiques. Ça veut dire que non seulement il va mettre à disposition de l'équipement, mais il va aussi accompagner les professeurs, accompagner les enseignants sur la façon dont ils vont utiliser l'équipement. Très simplement, si le professeur utilise des slides qui sont surchargés, ça n'a aucun impact, par exemple. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'il conçoit sa démarche pédagogique, comment est-ce qu'il conçoit ses cours, les interactions avec ses étudiants, etc., pour que les apprentissages soient augmentés. Et donc c'est vers cette solution-là qu'il va, et il est en train de négocier un premier contrat d'expérimentation avec un client pilote pour cette démarche-là. Donc on est passé d'une logique produit à une logique solution servicielle, avec une forte composante immatérielle. C'est notamment la compétence qu'ont les gens de son équipe qui vont régulièrement dans les écoles, qui commencent à comprendre comment les équipements sont utilisés par les enseignants, etc. Mais peut-être qu'il doit renforcer ces compétences immatérielles. Peut-être que lui-même doit recruter des anciens enseignants, par exemple, pour mieux comprendre les dynamiques. Alors, je vous avais promis des études de cas, en voilà, mais je regarde avec horreur l'heure qui tourne, donc je ne vais pas vous les expliquer toutes. Je vais vous présenter par exemple la Lyonnaise des eaux, donc gros fournisseur d'eau. Classiquement, la Lyonnaise livre des contrats de fourniture d'eau pour des collectivités, pour des municipalités, notamment en France. Et classiquement, ils sont payés au volume d'eau qui quitte le château d'eau et qui est distribué dans le réseau. Problème, en France, entre 50 et 70% de l'eau qui est distribuée du château d'eau n'arrive jamais au robinet. Pourquoi? Parce qu'elle est perdue dans les fuites du réseau, qui est souvent un réseau vétuste. Et donc, les municipalités, à un moment donné, se disent « mais c'est pas normal qu'on paye pour de l'eau qui quitte, nous, ce qui nous intéresse, c'est de payer pour de l'eau qui arrive. » D'accord? Et autre chose, Lyonnaise des eaux constate que la plupart des municipalités, quand elles ont l'occasion, à la fin du contrat, qui sont typiquement des contrats de 5 ans, au moment du renouvellement, beaucoup de municipalités décident que, tout compte fait, ça coûte cher d'acheter
la fourniture d'eau à la Lyonnaise des Eaux. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. On va le faire nous-mêmes. Hein, on va distribuer nous-mêmes. Et donc, ils ont des tas de clients qui disparaissent, qui font la fourniture en eau et l'assainissement de l'eau eux-mêmes. La Lyonnaise est interpellée, s'interroge, va interroger les clients et se rend compte qu'en fait, ce qu'ils offrent comme solution, la vente de mètres cubes d'eau, ce n'est plus en lien avec les besoins du client. Réflexion, et puis quelques années plus tard, arrive la solution qui est maintenant essentiellement celle qui est distribuée par Lyonnaise des Eaux. Ce sont des contrats de performance hydrique, comme ils appellent ça, par lesquels la Lyonnaise va apporter une solution intégrée par rapport à tous les enjeux de l'eau pour la municipalité, qui sont des enjeux qui sont souvent liés à ce que les Français appellent les agendas 21, hein, c'est-à-dire au programme développement durable dans les communes, dans les municipalités, et qui vont intégrer un engagement de performance au niveau de la Lyonnaise, non seulement sur les mètres cubes qui vont arriver chez le client, ça veut dire qu'implicitement, la Lyonnaise va s'engager à renouveler le réseau, à réparer ce réseau vétuste de distribution. Ils vont prendre des engagements sur la quantité d'énergie qui est consommée dans le traitement, la distribution et l'épuration de l'eau. Par exemple, ils vont s'engager à réduire sur un contrat de 5, 6, 7 ans, parce que les contrats s'allongent au fur et à mesure des engagements. Ils vont s'engager à réduire la consommation d'eau totale pour la problématique de l'eau de 20 à 30%. Ils vont aussi prendre des engagements d'augmentation de la biodiversité sur le territoire dont ils ont la gestion, parce que ce sont des problématiques qui sont classiquement celles qui intéressent les municipalités. Donc vraiment, engagement de performance de la part de la Lyonnaise des Eaux. Je voudrais aussi vous parler de Michelin. Alors vous connaissez Michelin comme moi, vous achetez des pneus, cette marque-là ou une autre, et quand vous achetez ces pneus, vous dites « j'aimerais bien que le pneu dure longtemps ». Pas de chance, Michelin ou le fournisseur de pneus, dans sa petite tête, il se dit « j'aimerais bien que ce pneu ne dure pas trop longtemps, comme ça on viendra m'en racheter un nouveau bientôt ». D'accord ? Ça c'est la logique classique volumique, obsolescence programmée. Depuis une dizaine d'années, pour les grosses flottes de camions, Michelin a mis en place une autre solution qui s'appelle Michelin Fleet Solutions, par laquelle ils ne sont plus rémunérés à l'achat du pneu, ils sont rémunérés au kilomètre presté avec leurs pneus mis à disposition de la flotte de camions. Ça veut dire concrètement que Michelin, pour une flotte de camions assez importante, disons au minimum une centaine de véhicules, va mettre à disposition du transporteur une personne, un membre du personnel Michelin, qui sera sur place, qui va vérifier que les pneus sont bien gonflés, qui va vérifier que les pneus ne sont pas trop usés. S'ils sont usés, on va les recranter. Si on ne peut plus les recranter, on va les rechapper. Si on ne peut plus les rechapper, Michelin, qui reste propriétaire du pneu, le reprend et le recycle dans ses usines. Ça veut dire que Michelin est aussi amené à développer des pneus qui durent. Et l'ensemble de ces solutions fait que sur une période de 10 à 15 ans, la quantité de matière, donc d'acier et de caoutchouc qu'il faut pour faire un certain nombre de kilomètres, a été divisée par 3. Donc c'est un impact fondamental. Et côté business, pour Michelin, ils sont devenus le prestataire principal en Europe. 50% du marché est, des poids lourds est dans cette solution chez Michelin. Donc c'est un succès. Ça, c'était l'histoire jusqu'il y a quelques années. La vidéo que je voudrais vous montrer maintenant va encore un cran plus loin. C'est le système FI-Fuel, donc efficacité carburant, par lequel Michelin va prendre un engagement à aider son client à réduire sa consommation de carburant, notamment en encourageant et en accompagnant le client à la formation à l'éco-conduite, aux consignes et aux itinéraires qui vont être choisis, à la façon dont le chargement va être fait, à la façon comment on va gérer les essieux, 2 ou 3 ou 4 essieux qui vont toucher le sol en fonction de la lourdeur de la charge, etc. Et donc, je vous montre une petite vidéo pour montrer comment Michelin va aller jusqu'à s'engager sur la réduction de carburant chez son client. Lui, c'est Monsieur Best. Il est directeur de sa propre société, la Best Company. Presque 500 véhicules et 5 bases en Europe. Depuis quelques années, Monsieur Best ne parvient pas à endiguer un problème majeur, la consommation de carburant de ses véhicules. En effet, elle représente tout de même 30% des coûts d'exploitation, un véritable frein pour la croissance de la société de Monsieur Best. Ce ne sont pas les propositions qui manquent, et Monsieur Best, suivant de multiples conseils, a tout essayé. Tout. Les boîtes auto sur les véhicules neufs, les cours d'éco-conduite, les réductions de vitesse 87, 85, 82, les lubrifiants high-tech, les carburants, les additifs. S'il en croit les promesses,
les camions de la Best Company rouleront sans carburant. Bien sûr, si certaines actions donnent des résultats, gérer tout cela dans la durée reste complexe. Et Monsieur Best n'est pas magicien. Son métier, c'est le transport. Et là, il a déjà beaucoup à faire. Alors, trop de techno, de paramètres, de promesses, pas de temps pour tout comprendre, analyser, choisir, tester. À la nuit tombée, Monsieur Best rêve d'un partenaire qui s'engagerait à ses côtés en lui offrant une maîtrise durable sur les consommations des camions. Un jour, il rencontre Suzanne, Key Account Manager chez Michelin Solutions. Elle lui explique l'approche innovante Michelin Solutions et en particulier la solution EfiFuel, avec quoi la Best Company peut maîtriser tous les paramètres qui impactent la consommation de carburant des camions selon l'usage de chacun. Suzanne propose donc à Monsieur Best un véritable partenariat qui se matérialise par des indicateurs hebdomadaires, un plan d'action partagé et encore mieux, Michelin Solutions s'engage sur les résultats de réduction de consommation. Si les objectifs des groupes ne sont pas atteints, Michelin Solutions rembourse tout ou partie des frais engagés. Oui, Monsieur Best, vous avez bien entendu. Désormais, avec EfiFuel by Michelin Solutions, Monsieur Best maîtrise tous les paramètres pour plus d'économie de carburant. En ligne sur MyPortal Michelin Solutions, il accède aux informations dont il a besoin pour manager ses équipes et faire les bons choix. D'ailleurs, tous les trimestres, il fait le point avec Suzanne, Key Account Manager Michelin Solutions, sur la situation, les actions mises en œuvre et leurs résultats. Voilà, alors jusqu'ici on a parlé de l'économie de la fonctionnalité mise en place par un prestataire, une entreprise, en co-création, en relation très proche avec son client. Mais l'économie de la fonctionnalité peut aussi se déployer à un deuxième niveau, qui est au niveau d'un territoire. Par exemple, d'une région, la région de Charleroi par exemple. Alors, je vais aussi vous illustrer par quelques exemples. Et de nouveau, je vais revenir sur la région de Nord-Pas-de-Calais pour parler d'un deuxième entrepreneur qui s'appelle Mohamed El Manani, qui est le patron d'un call center qui s'appelle GESCall, qui va gérer des appels pour la prise de rendez-vous médicaux. Donc, il gère à peu près 200 cabinets médicaux et il va prendre des rendez-vous pour les médecins quand les patients veulent avoir des consultations. Alors, juste un petit clin d'œil, Mohamed est marocain. Alors, vous savez où vont les call centers aujourd'hui? D'accord. Donc, lui, vous veut faire le mouvement inverse. Il est marocain, mais basé en France. Il veut que son entreprise soit implantée en France et vous allez voir dans quelle mesure la solution qu'il est en train de mettre en place va permettre de garder son activité ancrée dans son territoire. Alors, ce que je fais, c'est aujourd'hui, j'ai un call center, concrètement une plateforme téléphonique qui gère les agendas des professionnels de santé. Et donc, je suis l'interface entre les patients et le médecin pour s'occuper de tout ce qui est son accueil téléphonique du professionnel de la santé. Voilà, je gère aujourd'hui à peu près 200 cabinets médicaux. On gère 800 000 appels par an. Donc, une grosse activité sur la journée avec une équipe de 16 personnes. Donc 16 secrétaires médicales. Par l'expérimentation sur l'économie de la fonctionnalité, on s'est rendu compte que on captait de l'information avec cette valeur immatérielle qu'on captait. On ne savait pas qu'on l'avait en nous. Et deux, on ne savait pas la valoriser. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en réfléchissant à cette information qui est captée, et en la hiérarchisant, en trouvant des angles pour la rendre opérationnelle, elle est productrice de richesse, de valeur et de sens. Elle est productrice de valeur parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est qualifiée, elle est pertinente. Voilà, je vais interrompre ici. Je vous rassure, je vous donnerai le mot de la fin à Mohamed tout à l'heure, mais je vais vous expliquer un petit peu quel était son parcours de réflexion, et on reviendra à la vidéo tout à l'heure. En fait, oui, je peux rester là. En fait, je n'ai pas besoin de remontrer son logo. Donc, Mohamed a parlé de ce capital immatériel qui est à sa disposition dans son entreprise. Alors, ce capital, c'est quoi? C'est le fait que son entreprise, avec tous les appels qui sont processés par ces opératrices à longueur de journée, ils ont une connaissance très très fine. Des besoins de consultation de la région, des besoins des patients.
2, de la charge de travail des médecins, et 3, et ça c'est beaucoup plus subtil, de l'état de forme, non pas des patients, mais des médecins. C'est-à-dire, ils savent les médecins qui sont surchargés, ils savent ceux qui prennent des rendez-vous de 7 h du matin à 10 h du soir, 6 jours par semaine, et ce n'est pas de la blague, c'est vrai, il y en a. Et ils savent aussi, ils entendent le médecin plus ou moins fatigué, plus ou moins irrité au téléphone, etc. Début de la réflexion, qu'est-ce que je peux faire avec ça? La réflexion l'amène à se rendre compte qu'il y a un vrai problème au niveau du territoire du Nord-Pas-de-Calais, c'est la désertification médicale. Il y a de moins en moins de médecins, en particulier en zone rurale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les patients appellent, on leur donne des rendez-vous dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Moralité, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tant pis, je vais à Paris. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a à Paris? Trop de médecins qui n'ont pas assez de patients. D'accord? Et donc, Mohamed, il essaye de mettre tout ça ensemble et se dit, mais j'ai des médecins surchargés qui sont sur le point de péter un plomb, tellement ils sont surchargés. J'ai d'autres médecins à côté, qu'est-ce que je peux faire? Il rentre en discussion aussi avec ses autorités locales. Il se rend compte que les maires dans les villages où il n'y a plus de médecins disent « Ah, si vous pouviez faire revenir un médecin chez nous, vous ne vous rendez pas compte l'impact pour la visibilité de notre village. Depuis qu'il n'y a plus de médecins, c'est catastrophique. » Il va voir le pharmacien du coin qui dit « Oh, depuis que j'ai le dernier médecin à plier bagages, les prescriptions sont parties, mon chiffre d'affaires a chuté. » Donc on est vraiment sur une problématique territoriale. Et donc il est en train de réfléchir, je n'ai pas toute la solution, donc je vous explique, ce sont des dynamiques qui sont en train de se créer. Je n'ai pas toute la solution, mais les pistes qui sont en train de se dégager, c'est d'offrir des services intégrés pour amener non seulement les médecins dans la région, mais aussi leurs familles. Donc est-ce qu'on peut accompagner par exemple le conjoint du médecin pour qu'il trouve un travail, trouver une école ou une crèche pour les enfants? Est-ce qu'on peut trouver un local dans lequel non seulement je vais attirer des nouveaux médecins, mais peut-être aussi attirer des médecins parisiens pour qu'ils viennent donner des consultations quelques jours par semaine, puisqu'ils n'ont pas assez de travail à Paris, qu'il y en a trop ici. Et évidemment aussi, ça passe par le fait qu'il faut surtout éviter que les médecins qui sont encore là ne fassent une dépression ou un burn-out et qu'on en ait encore moins. Hein, je vous raconte une petite anecdote que Mohamed m'a livrée. Un soir, ils sont en réunion de staff, ils font le débriefing de la semaine, et il y a un point qui sort, c'est le médecin X est vraiment sur le point de péter un câble. Il est vraiment au bout du rouleau. Et donc, il dit, on a eu un problème de conscience, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, petit call center, on peut réagir? Et on a dit, oui, on va réagir. Et pendant le week-end, Mohamed, au nom de toute son équipe, il a écrit un mail où il a pesé mot pour mot, et il l'a envoyé au médecin, et le message, c'était, on s'inquiète pour vous, faites quelque chose. Le médecin a pris des vacances, il est revenu, et il a dit, à Gescall, vous m'avez vraiment sauvé d'un mauvais pas, mon épouse vous adore, et dorénavant, vous ne prendrez plus des rendez-vous 6 jours sur 7 jusqu'à 10 h du soir, vous en prendrez jusqu'à 8 h du soir, 5 jours sur 7. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce capital immatériel extraordinaire qu'il a de comprendre les enjeux qui se jouent au niveau de la santé des médecins et de leur capacité à prester. Alors vous me direz, tout ça c'est bien, Damien, mais ça c'est du sociétal, mais où est le business là-dedans? Ben, le business, pas de chance, c'est que depuis que Mohamed est dans cette spirale-là, il constate que les appels durent plus longtemps. Donc comme il est rémunéré aux appels traités, ça ne va pas dans le bon sens. D'accord? La logique de volume, ça lui pose un problème. Parce que ces opératrices, elles prennent plus de temps pour bien comprendre les besoins des patients, pour leur expliquer pourquoi on est désolé, mais le rendez-vous, ce sera dans 3 mois et pas dans 2. Et puis aussi d'écouter le médecin qui, au fil du temps, comme il se sent écouté, commence à ouvrir son cœur, etc. Donc le volume diminue. Par contre, il constate que son staff, alors que la journée de travail est finie à 5 h, à 5h30, 6h moins quart, ils sont toujours là. Parce qu'ils ont un sens à leur boulot. Parce qu'elles trouvent ça extraordinaire de pouvoir être à l'écoute des gens, etc., des patients, des médecins. Donc là, il y a une ressource au niveau de la capacité de son équipe à se donner à fond dans le boulot. Il y a une ressource qui commence à se révéler. Mais vous me direz, ça fait toujours pas, ça met toujours pas de beurre dans les épinards. Hein. Alors d'ailleurs, quand il a donné cette conférence à Liège il y a quelques mois, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit « Comment est-ce que vous rentabilisez tout ça ?» Et Mohamed était très humble et il tardait un peu à répondre. Et puis il y a quelqu'un dans la salle qui a dit « Moi, je pense que je sais. Le jour où tous les call centers seront fermés dans le Nord-Pas-de-Calais, s'il n'en restait qu'un, ce sera le vôtre. Parce que le vôtre, il a une vraie valeur au niveau de vos clients qui sont les médecins. » Et ça, c'est vrai. Donc il a un enjeu de pérennité, mais par contre, comment il gère son enjeu de rentabilité. Et les éléments qui commencent à se dégager sont les suivants. On a parlé d'externalité tout à l'heure. Quels sont les impacts négatifs quand, dans un territoire, il y a de moins en moins de médecins? Si vous avez un rhume,
le week-end, avec votre enfant de 6 mois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aux urgences. D'accord? Et donc on constate que dans les zones où il n'y a plus de médecins, les urgences sont surchargées. Ça désorganise complètement les services d'urgence, ça amène des coûts très importants pour les hôpitaux et derrière pour la sécurité sociale. Donc ça, c'est une première piste qu'il est en train d'explorer, c'est comment son activité pourrait être partiellement rémunérée par ces acteurs-là qui bénéficient indirectement de son activité. Deuxième piste, plus concrète, qu'il est en train d'explorer, elle est née d'une rencontre avec un assureur. Il était en train de parler de son cheminement à un assureur, et l'assureur lui dit « Attends, tu aides à réduire le risque de burn-out des médecins, mais moi, les médecins, je les assure. Ils sont en assurance revenu garanti chez moi. Quand il y a un médecin qui arrête de travailler parce qu'il part en burn-out, moi, ça me coûte bonbon. Donc si toi, tu préviens ça, ça a de la valeur pour moi. » Et donc, ils sont en train de discuter comment l'assureur peut aussi parvenir au modèle de revenu de GESCO. Voilà, je vous laisse là pour vous montrer qu'il y a des pistes qui se dégagent, que c'est un cheminement important, ce n'est pas un cheminement facile. Mais je vais laisser le mot de la fin à Mohamed, parce que je trouve qu'il a une belle façon de résumer la démarche. De l'autre côté, il va bien falloir que ces patients aillent voir quelque part. Donc bien souvent, ils se tournent vers les services d'urgence, et l'accueil hospitalier aujourd'hui est très très cher pour la collectivité. Pour moi, c'est le développement durable, sincèrement. Le développement durable, c'est de se dire d'être dans une conception de son métier sur la durée, à la fois gagnant et gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant-gagnant pour le patient, gagnant-gagnant pour le médecin et gagnant-gagnant pour l'entreprise. Et pour moi, c'est du bon sens, finalement. C'est c'est celui qui sait bien cultiver son jardin qui va produire le plus longtemps possible. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous mettez des engrais chimiques qui tuent votre terre, qui empoisonnent votre terre, vous allez vous empoisonner vous-même, vous allez empoisonner la terre, et finalement, ça sera du court terme. Nous, on vise le long terme, et j'aimerais construire une entreprise pour moi, pour mes enfants, pour continuer une relation durable avec mes clients. Alors, je voudrais juste vous montrer que ce n'est pas un exemple isolé. Donner un deuxième exemple, je n'ai pas le temps, mais il y en a d'autres. Je vais vous parler de Carbox très très rapidement, pour vous donner un autre exemple d'économie de la fonctionnalité au niveau d'un territoire qui intègre plusieurs acteurs. Carbox, c'est quoi? C'est une plateforme d'intégration de solutions de mobilité sur la ville de Paris. Et donc concrètement, il s'adresse en particulier aux gestionnaires de flottes de véhicules dans les entreprises, qui ont l'habitude de donner, comme en Belgique, de donner des véhicules de fonction à leurs employés comme une façon c'est une composante du package de rémunération. Et donc, ils vont trouver les fleet managers en disant combien est-ce que vous investissez pour le leasing pour un employé lambda. Et grosso modo, la réponse est, disons, 1 000 €. On paye 1 000 € par mois pour la voiture de leasing de notre employé. Carbox leur propose de prendre ces 1 000 € et au lieu de les donner pour une voiture de leasing, de les mettre sur un compte Carbox, sur leur plateforme Internet, et de mettre ces 1 000 € à disposition de l'utilisateur, donc du salarié, et à lui de choisir les solutions de mobilité qui lui sont utiles. Donc il va commencer par s'acheter probablement un abonnement pour les solutions un abonnement pour la RATP, pour les solutions de transport public. Et puis si un jour il a besoin de traverser les embouteillages, il ne peut vraiment pas prendre les transports publics, il va peut-être louer ce jour-là un scooter. Et puis s'il doit partir 2 semaines à la montagne avec sa famille, il va louer un monospace avec des rails de toit pour les skis. Et voilà. Et si à la fin de l'année, il reste encore un peu d'argent sur le compte, on n'est pas descendu au bas des 1 000 €, cet argent, il va soit dans la poche de l'employé, soit il est partagé moitié-moitié entre l'employé et l'employeur. Moralité, l'employé, il a une vraie motivation à utiliser ces solutions de mobilité de la meilleure façon qui soit, et en particulier s'il peut éviter de payer pour une solution de mobilité parce qu'il prend ses 2 pieds ou un vélo pour se rendre là où il doit aller, c'est une façon pour lui aussi de gagner de l'argent, puisqu'il restera de l'argent en fin d'année. Alors, pour mettre en place cette solution, il est clair que Carbox n'est pas ni loueur de voitures, ni loueur de scooters, ni opérateur de transport public. C'est simplement une plateforme intégrée. Le travail de Carbox, ça a été de mettre ensemble tous ces gens-là et d'offrir une solution transparente, intégrée, pour gérer l'ensemble de cette problématique, notamment en étroite collaboration avec les partenaires publics qui voient évidemment ça d'un très bon œil, puisque c'est une solution à la problématique de mobilité et de congestion dans la ville. Voilà. Alors, si je pouvais résumer les enjeux
de l'économie de la fonctionnalité de la coopération en un seul slide. Et si vous voulez en retenir un seul de tout ce que je vous ai raconté, retenez celui-ci. Le premier enjeu, c'est de faire décroître les facteurs matériels. C'est Michelin qui fait 3 fois plus de kilomètres avec le même kilo d'acier, le même kilo de caoutchouc. Mais si on ne fait que ça c'est la logique de l'économie circulaire, c'est très bien. C'est un pas indispensable dans le cadre du découplage que tout le monde appelle de ses voeux, de la création de richesse par rapport à la consommation de composants matériels. On en a besoin pour notre planète, mais si on ne fait que ça, on risque d'avoir, de façon globale, une déflation. Imaginez, tout le monde passe à la voiture partagée, on remplace, selon les calculs, entre 10 et 15 voitures individuelles par une voiture partagée. À la grosse louche, ça veut dire fabriquer 10 à 15 fois moins de voitures, donc fermer 14 usines sur 15 qui fabriquent des voitures. Donc vous imaginez l'impact sur l'emploi notamment. Alors il est clair que par ailleurs, il y aura des emplois générés dans les plateformes de mobilité partagée, des services, etc. Mais on ne va certainement pas compenser l'ensemble de ces impacts-là. Donc si on ne remplace pas le matériel par quelque chose, on a un problème structurel au niveau macro. Alors par quoi est-ce qu'on va le remplacer? Vous l'avez deviné, par la croissance des facteurs immatériels. D'accord? J'ai donné des exemples. Et on va faire tout ça avec autant que possible un élargissement du périmètre de la réflexion de l'entreprise pour une meilleure prise en charge des externalités. Une série de problématiques qui n'étaient pas considérées comme du ressort de l'entreprise. Je suis un call center, les médecins qui disparaissent, ce n'est pas mon problème. D'accord? Bien sûr, j'en souffre un peu parce que j'ai des mauvaises nouvelles à annoncer à mes patients qui doivent attendre plus longtemps, mais ce n'est pas mon problème. Que voulez-vous que j'y fasse? Je suis qu'un petit call center. Ben non, j'ai élargi ça, et je prends ça en compte, et j'essaie de voir comment la prise en charge de ces externalités peut faire partie de mon business model, de ma solution et aussi de ma rémunération d'entreprise. Voilà, alors je vous laisse avec la définition complète de l'économie de la fonctionnalité. J'ai simplement rajouté au bas de la définition précédente qui permet de prendre en charge des externalités environnementales et sociales et, très très important, par une démarche de coopération. Donc vous avez senti dans tous les exemples que j'ai repris qu'on passe d'une logique de concurrence, souvent stérile, souvent win-lose, à une logique où on essaie au maximum de rentrer en collaboration, en coopération, en co-création, au moins entre l'entreprise et son client. Hein, c'est l'exemple, par exemple, de Suez, de Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez, qui coopère avec les municipalités pour bien comprendre quels sont les enjeux de la gestion de l'eau chez eux et les prendre en compte. Et parfois, on élargit même le cercle à plusieurs, on coopère à plusieurs. Dans l'exemple de G-School, dans l'exemple de Carbox, on coopère à plusieurs pour trouver des solutions ensemble. Tout en restant des entreprises qui sont soumises à des impératifs de rentabilité, bien sûr. Alors, un petit résumé des grands points de bascule entre le modèle classique et l'économie de la fonctionnalité. On passe d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, d'un focus des ressources matérielles vers les ressources immatérielles, de gains de productivité industrielle, économie d'échelle, intensification du travail, etc., à un gain de productivité où ce qu'on va surtout faire travailler, ce sont les ressources, d'accord? Faire 3 fois plus de kilomètres avec les mêmes matières, et aussi des gains tirés de synergie entre les opérateurs, 1 + 1 = 3, hein, 2 entreprises qui s'associent, qui ensemble augmentent la valeur de ce qu'elles offrent. On va passer d'une relation classique entre l'entreprise et son client qui est très bilatérale, très segmentée, sur une chaîne de valeur, chacun a son client, et puis le client, lui, il considère que vous êtes son fournisseur et lui intègre la relation avec son client, et chacun va optimiser le petit morceau de la chaîne. Dans l'économie de la fonctionnalité, on va regarder ça de façon beaucoup plus systémique. On va essayer d'optimiser l'ensemble du système d'acteurs, et on va essayer de rentrer dans un mode plus collaboratif, plus win-win que win-lose. On va évidemment aller sur des relations beaucoup plus à long terme. Ce n'est pas « je te donne ton produit, tu me payes, merci beaucoup, au revoir ». C'est « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pendant plusieurs années ». Les externalités, on va essayer de les intégrer, on en a parlé. Et l'exemple de G-School en est un très bel exemple. Des activités qui sont hautement délocalisables, où quelque part, une usine, un bureau, ce n'est qu'un point sur la carte qui peut un jour disparaître parce qu'il n'y a rien qui le rattache à son territoire. On va rentrer dans une logique beaucoup plus ancrée sur le territoire et donc beaucoup plus difficile à délocaliser. Alors je voudrais laisser le mot de la fin à Christophe Sempels, qui est professeur de stratégie à la Schema Business School. C'est un Belge, Cocorico. Il a immigré en France.
et c'est un des principaux pionniers de la réflexion sur l'économie de la fonctionnalité. Et il va, en 2 petites minutes, expliquer pourquoi il pense que c'est fondamental que les dirigeants d'entreprise s'engagent dans une logique d'économie de la fonctionnalité. Pourquoi y aller? Alors ça, c'est une question fondamentale. Pourquoi s'engager vers l'économie de la fonctionnalité? D'abord, j'ai envie de vous dire, allez parler aux dirigeants qui se sont déjà engagés. Et vous avez la chance d'en avoir pas mal au niveau des JD. Allez leur parler. Et ce seront les meilleurs ambassadeurs. Ils vous diront qu'ils ont été profondément transformés. Ils vous diront qu'ils ne gèrent plus leur entreprise de la même manière. Ils vous diront que la dynamique de performance servicielle, elle fait sens. Alors si je prends un peu de hauteur, pourquoi faut-il s'engager dans l'économie de la fonctionnalité? Parce que le modèle volumique a des limites qui ne peuvent pas être dépassées au sein du modèle existant. Et si vous voulez vous désengager de ces limites, imaginez que vous êtes par exemple face à une chaîne de valeur très agressive qui vous empêche de rentabiliser à sa juste valeur le travail que vous réalisez au quotidien. Eh bien, vous n'avez pas d'autre solution que de vous désengager de cette chaîne de valeur pour rentrer dans des concepts de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité peut vous apporter des réponses. Donc, l'économie de la fonctionnalité a des vraies réponses à vous apporter pour vous dégager de vos limites actuelles ou de vos difficultés actuelles en matière de modèle économique. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que l'économie de la fonctionnalité va complètement mettre en œuvre une nouvelle dynamique de performance au sein de votre entreprise qui va vous générer un avantage concurrentiel durable. Vous allez développer de l'innovation stratégique de rupture et donc vous allez ouvrir de nouveaux espaces stratégiques, ces océans bleus, au sein desquels vous allez pouvoir prospérer. Bien évidemment, tout ça n'est pas simple, on parle de quelque chose de complexe, mais c'est une réalité. Et puis la dernière raison, c'est que vous allez pouvoir pleinement vous engager dans une économie au service de l'homme. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Le travail est profondément impacté par l'économie de la fonctionnalité, positivement impacté. Le travail est réhumanisé, réenchanté au sein des organisations qui s'y engagent. Et donc c'est un parcours complexe, engageant, mais passionnant et qui vous transformera durablement pour mieux piloter demain vos entreprises. Je voudrais laisser un peu de temps pour poser des questions, donc on va en rester là. Je vous laisse des références qui sont dans les slides qui vont être distribués, j'imagine, après la journée. Je voulais simplement vous demander si vous avez apprécié cette conférence, qu'elle vous a interpellé. Vous avez reçu un petit papier sur votre siège au début. Je voudrais vous demander de répondre à ces 4 questions. Et en particulier, la dernière, c'est dans quelle mesure est-ce que vous êtes intéressé à être contacté quand on va mettre en place des logiques d'accompagnement à l'économie de la fonctionnalité dans cette région-ci. Je vous ai parlé de logiques qui existent déjà en France. Il y a une logique qui est en place à Bruxelles que j'ai la chance d'accompagner. C'est un groupe de 6 toutes petites entreprises de 1 à 6 personnes en région bruxelloise qui sont accompagnées dans le cadre de l'Alliance Emploi-Environnement. On a un projet pilote d'accompagnement et avec une série d'autres personnes, on a l'ambition de créer une démarche similaire d'accompagnement soit collectif, soit individuel si les entreprises sont plus grandes, ici en Wallonie également. Donc ce serait bien d'avoir vos coordonnées. Voilà, je vous remercie de votre attention et on peut prendre quelques questions maintenant ensemble et puis peut-être après je resterai de toute façon. Oui, je pense qu'on peut toujours applaudir M. Dallemagne pour la qualité pédagogique en tout cas de son exposé et je pense que voilà, on a déjà quand même beaucoup dégrossi le problème. Et pour enchaîner par rapport à ce que vous avez dit, donc je vous le disais, nous avons déjà mis en place des ateliers stratégiques pour aider les entreprises parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut le penser autrement, qu'il faut sortir du cadre. Et donc il y a vraiment tout cet aspect vision stratégique et en tout cas innovation dans l'entreprise. Et donc nous avons déjà mis en place des ateliers stratégiques avec les entreprises. C'est Sandrine qui s'en occupe. Je ne sais pas où elle est Sandrine, mais elle est dans la salle. Voilà, elle est tout au bout là-bas. Et donc, un des projets, c'est de mettre en place justement des ateliers pour vous aider dans l'innovation, dans le développement durable. Et donc, ce sont des choses, évidemment, que vous allez voir passer, en tout cas, dans les actions que nous allons mettre en place. De toute façon, sur notre blog, comme nous le faisons d'habitude, toutes les coordonnées, les slides, tout ça seront mis en ligne, donc vous n'hésitez pas. Et donc, s'il y a des choses particulières, vous pouvez évidemment contacter M. Dallemagne ou nous contacter. Mais ce que je vous propose ici, par rapport à l'exposé, c'est de passer effectivement aux questions-réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Voilà, j'en profite avant la première question, le temps que vous attrapez le micro, juste pour vous dire qu'il y a un mini résumé de ce qui a été dit aussi dans une petite brochure pour ceux qui s'intéressent. Voilà, je vous écoute. Et on peut peut-être passer le micro. Monsieur. Ah oui, ok. Oui, bonjour, Fanny Deliège, HEC-ULG. Je voulais savoir s'il y avait des exemples qui étaient vraiment sur des entreprises belges, wallonnes, bruxelloises, flamandes. Parce qu'ici, on a beaucoup parlé d'entreprises qui sont du nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais. Je sais qu'il y a énormément de recherche qui est faite là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des cas concrets ici en Belgique dont vous pourriez nous parler? Alors, oui, il y a des exemples. Ils sont moins nombreux, mais il y en a. Je vais remonter sur mon slide avec les exemples. Et vous parlez d'une entreprise flamande qui s'appelle Econation au milieu, d'accord? Donc Econation, c'est une spin-off de l'université de Gand qui a inventé un système assez révolutionnaire. C'est un jeu de miroir qui permet de faire une sorte de canon à lumière. Quand on fait un trou dans une toiture plate, on met ce canon à lumière qui, par différents jeux de miroirs, va projeter la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment et servir d'alternative à l'éclairage artificiel. Et le business model par lequel ils ont décidé de commercialiser cet outil, d'abord, ils ont été trouver les opérateurs, notamment, ils ont été à l'aéroport de Schiphol, ils ont dit « Achetez notre canon de lumière, c'est merveilleux, ça va réduire votre facture énergétique. » Et Schiphol a répondu en essence « Mon œil. Prouvez-le. » Et donc Econation a dit « Nous, on y croit, on va vous le prouver. Donc, vous nous laissez faire des trous dans votre toiture, installer nos puits de lumière tous les X mètres, et on va se rémunérer sur les 10 ans à venir sur les économies la réduction de votre facture d'électricité. » Donc, c'est vraiment un engagement de résultat. Ça, c'est un exemple très concret. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a plus d'exemples français, simplement parce que les Français ont démarré avant nous et qu'on a l'ambition de les rattraper. C'est pour ça que j'ai quelques exemples, mais je ne peux pas beaucoup en parler parce qu'on est au milieu de l'accompagnement. Juste vous dire peut-être le type d'entreprises qui sont dans le groupe à Bruxelles. Hein. Donc, il y a 6 TPE. Il y en a une qui est un prestataire de services informatiques. Il y en a une qui est une start-up qui veut commercialiser un nouvel équipement médical à destination des kinés. Une entreprise qui est dans le domaine du théâtre, qui développe des systèmes de décors modulaires pour le théâtre. Une entreprise qui veut faire la promotion de la biodiversité par la promotion de l'abeille, avec des solutions très intéressantes, avec beaucoup de capital immatériel. Et puis j'en oublie 2 qui sont, je ne sais plus, enfin voilà, pour vous répondre qu'il y a des solutions qui sont en cours de développement, mais effectivement, ce sont des démarches qui prennent un peu de temps et donc il est temps qu'on rattrape les Français. Voilà. Oui, si je peux me permettre pour ajouter quelque chose, c'est ce que je disais, dans tous les nouveaux programmes en tout cas et les programmes européens, ce sont des thématiques justement qui sont à la pointe parce que justement beaucoup d'entreprises ne sont pas encore rentrées dans ces méthodes-là. Donc ce sont des concepts évidemment très novateurs mais importants, quoi. Je veux dire, quand on dit que les Français sont un peu plus avancés, c'est important en tout cas que la Belgique et que la Wallonie en tout cas rentrent dans cette démarche-là et dans une autre vision du développement durable. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions, des commentaires, Oui, allez-y. Alors, bien sûr, bien sûr. Ma deuxième, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je suis en fait assez étonnée parce que par exemple dans le dernier cas sur les call centers, on était vraiment sur le facteur immatériel et non pas sur le facteur des ressources. Et il me semble qu'à partir du moment donné, on n'intègre pas les 2 facteurs, on ne se trouve pas dans une logique d'économie de la fonctionnalité, mais simplement d'une amélioration du niveau facteur social que beaucoup d'entreprises pratiquent. Alors, oui, il n'y a pas de facteur matériel simplement parce qu'un call center, ça n'a pas beaucoup de ressources matérielles, à part un peu d'électricité, probablement un peu de papier, il n'y a pas grand-chose à optimiser de ce côté-là. Ce qui est fondamental et en quoi ça va beaucoup plus loin que simplement un enrichissement d'une solution servicielle, simplement un marketing plus intelligent, c'est d'une part qu'ils ont pris en charge des externalités qui n'étaient pas du tout considérées par d'autres. Combien de call centers connaissez-vous qui se tracassent d'un enjeu aussi important?
Et ils l'ont fait en s'appuyant sur cette ressource immatérielle qu'ils ont, qui est cette connaissance très fine à la fois de la charge de travail des médecins et de leur état de santé. D'accord ? Ils ont mis cette ressource immatérielle au service d'une cause sociétale, d'une externalité qu'ils sont en train d'internaliser dans leur business model. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui va bien au-delà de la réflexion marketing classique. Et ce faisant, ils amènent une nouvelle composante au travail, une nouvelle qualité au travail qui se traduit simplement par le fait que les opératrices ont envie de rester plus longtemps parce qu'elles trouvent qu'il y a un sens à leur travail, alors que s'il y a bien un métier qui est démotivant et pas très passionnant, c'est le métier de call center. Hein. En général, quand vous prenez des appels à la chaîne du matin au soir, à 5h01, vous êtes parti. Hein. Et si je peux me permettre aussi, quand on cite des exemples comme ça, évidemment, on voit le projet dans sa globalité, mais probablement que si vous voyez dans le détail, il y a certainement des conséquences connexes aussi qui peuvent apporter également au développement durable. Mais ici, évidemment, ça c'est clair. On est sur des dynamiques complexes. Hein. Je crois que Christophe l'a dit à la fin de son speech. Donc les accompagnements dont on parle, c'est mois au pluriel, voire en général plutôt années au pluriel. Donc ce sont des démarches fondamentales qui changent le fondement même de l'entreprise. On passe d'un pilotage de l'entreprise qui est orienté sur les dynamiques de productivité classiques à un pilotage de l'entreprise qui est essentiellement orienté sur l'immatériel. Et ça, c'est une bascule très importante. Oui. Monsieur ? Comment mesurez-vous les performances immatérielles ? Alors, ça c'est une très très bonne question. Et j'avais envie de m'adresser aux banquiers parce que j'ai regardé la liste des participants, il y a beaucoup de banquiers dans la salle. Et ça, c'est vraiment une question pour les banquiers. Donc, merci 2 fois. C'est très difficile parce que, par définition, l'immatériel ne se mesure pas vraiment. D'accord ? L'immatériel, on ne le mesure pas, on peut en mesurer les effets. D'accord ? Et donc, mon interpellation pour les banquiers, c'est de dire, on a besoin de vous, l'économie réelle a besoin de financement, ça c'est clair. Je vous invite à repenser votre rôle de soutien de l'économie réelle par le financier, pas l'inverse. En particulier, c'est ce qu'on entend à la radio de plus en plus, un nouveau credo des banquiers, c'est « nous sommes ancrés dans notre territoire, nous financerons l'entreprise, l'économie réelle ». Vous avez ici de très très belles occasions de vous impliquer par rapport à votre territoire dans ce genre de solution. Et pour revenir sur votre question, typiquement, une entreprise comme ça qui va trouver son banquier, 99 fois sur 100, elle se fait remballer parce que ce n'est pas un business plan classique. D'accord ? Et parce qu'au cœur de ce modèle économique, il va y avoir des gros investissements immatériels, qui sont des investissements pour lesquels on ne calcule pas un ROI comme sur un investissement classique. Donc je vous invite aussi à regarder au-delà des apparences et à comprendre qu'il y a des implications qui se jouent sur la durée, sur l'investissement immatériel, mais aussi à partir du moment où on dit que la ressource fondamentale d'une entreprise, c'est son capital immatériel, à un moment donné, il faut pouvoir aussi financer ces investissements-là. Et je voudrais rajouter qu'on travaille souvent avec les banquiers, effectivement, et on organise des séances d'information pour montrer un petit peu tous les services qu'on pouvait rendre. Et donc, nous sommes prêts aussi à pouvoir communiquer sur les nouveaux concepts. Donc voilà, ce n'était pas prévu, mais c'est vrai c'est vraiment une problématique. Et donc, c'est très important que les banquiers puissent suivre, donc, en tout cas. Pour répondre à votre question, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de mesurer les effets de ces ressources immatérielles. D'accord ? Monsieur ? Oui. Merci, c'est une remarque d'un banquier éclairé. Donc, merci beaucoup. Donc, pour être sûr que tout le monde a bien entendu, la remarque porte sur le modèle d'Econation, puisque monsieur a eu la chance de les accompagner au niveau de la solution financière qui se trouve derrière. Alors, j'en profite pour dire que, retour de nouveau au banquier, quand on passe dans ce genre de solution, parfois les besoins en working capital pour l'entreprise augmentent très fort aussi. Et donc, parce que l'entreprise va elle-même prendre en charge le coût d'amener la solution et ne va pas pouvoir en être rémunérée directement puisqu'elle va être rémunérée sur le long terme. Donc, il faut que l'écart financier soit comblé par un acteur comme une banque. Alors, pour répondre à votre question plus spécifiquement, est-ce que les banquiers sont prêts ? On y travaille. Est-ce que les clients sont prêts ? On y travaille. Donc, je pense qu'il y a toute une éducation à faire. Et les clients sont prêts à intervenir dans la mesure où ils vont comprendre ce qui se joue. D'accord ? C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aspect coopération. Ce n'est pas seulement l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi l'économie de la coopération. Et cette coopération, elle nécessite une intégration très très forte dès le début de la réflexion avec les clients.
Je vais peut-être en profiter. Si je peux me permettre, parce Ouais. qu'on termine toujours à 14h pile. Eh ben, Il y a déjà beaucoup de personnes qui sortent. C'est pas que l'exposé n'est pas très intéressant. Mais donc, je vous propose de conclure et peut-être de se revoir autour d'un café. Enfin, je dis ça parce que c'est toujours désagréable aussi pour l'orateur de voir que des gens se lèvent et sortent de la salle. Voilà. Quoi. Ben, Donc, très bien. je propose de conclure. Allez-y, allez-y, Mon seul répondez mot de vraiment. conclusion, c'est de dire il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est comment on fait, par quelles étapes on passe, etc. Alors, dans les dias, la dernière dia, elle parle de ça, mais comme ça, sans explication, elle est un peu aride. Donc, je vous invite à venir en parler si vous voulez, parce qu'il est clair qu'ici, on a parlé de ce que ça peut donner, quels sont les enjeux, on n'a pas parlé du comment, et c'est vrai que ce sont des démarches de re-questionnement très importantes, très fondamentales pour les dirigeants, mais comme l'a dit, je pense, je ne sais plus si c'est Christophe ou si c'est Mohamed qui l'a dit, les dirigeants d'entreprises qui sont accompagnés sont tous unanimes pour dire que, même s'ils n'ont pas nécessairement tous basculé leur business model et trouvé une nouvelle façon de changer leur proposition de valeur, ils ont tous, à la fin, ou même à la moitié du parcours, ils disent « j'ai eu une bascule mentale, je ne vois plus le monde de la même façon, et donc je ne vais plus gérer mon entreprise de la même façon ». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.